Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler du bilan d'énergie électromagnétique. Alors, c'est un bilan très général et souvent, quand on est étudiant, voilà, on voit ce bilan, on démontre l'expression du vecteur de Poynting, on démontre l'expression de l'énergie volumique associée à la présence d'un champ électromagnétique. Mais tout cela reste un petit peu vague, déjà parce qu'il y a la difficulté technique d'utiliser les 4 équations de Maxwell. Donc déjà, on se perd un peu dans le formalisme. Et donc, ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est vraiment te faire sentir la physique de ce bilan d'énergie électromagnétique, un bilan sous forme globale, sous forme intégrale, mais aussi un bilan sous forme locale qui lui est strictement équivalent et qui traduit exactement la même chose. Donc, j'ai rappelé ici les 4 équations de Maxwell, Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, Maxwell flux, divergence de B égale 0, Maxwell Faraday rotationnel de E est égal à moins dB sur dt, et Maxwell ampère rotationnel de B égale mu 0 J plus epsilon 0, dE sur dt. Donc ces 4 équations de Maxwell sont vraies dans tous les milieux. Bien sûr, ce qui change d'un milieu à l'autre, c'est l'expression de ρ, c'est l'expression de J, les sources du champ électromagnétique. Mais voilà, on est vraiment dans le cadre le plus général qui est, et ce bilan d'énergie électromagnétique, il est très général. J'ai rappelé également une formule d'analyse vectorielle que tu n'as pas à connaître par cœur, mais qui va nous être utile. Divergence de E vectorielle B, c'est B rho de E moins E rho de B. Alors, quel est le raisonnement à la base de ce bilan d'énergie électromagnétique? On va déjà regarder ce bilan macroscopique et après on va le transformer en un bilan local. On va partir du bilan intégral parce que c'est lui le plus facile à comprendre d'un point de vue physique. On a un volume de contrôle fixe dans l'espace, donc on isole mentalement une zone de l'espace, une surface fermée qui englobe un certain volume. Et cette surface fermée est sans cesse traversée par des courants matérialisés localement par un vecteur densité volumique de courant J. Et ce qu'on fait, la question qu'on se pose, c'est quelle est la variation d'énergie électromagnétique au cours du temps contenue dans ce volume. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on applique le premier principe de la thermodynamique, sans le dire toujours. C'est exactement la même démonstration que l'équation de diffusion thermique en 3 dimensions. Alors, s'il y a une variation de l'énergie électromagnétique associée à la présence d'un champ électromagnétique dans ce volume, c'est a priori pour 2 raisons. Tout d'abord, sur sa surface, ce volume perd une certaine énergie sous forme de ce qu'on appelle donc le rayonnement électromagnétique. Si tu t'approches d'une plaque qui a été chauffée, par exemple au fond d'une cheminée, tu vas voir que cette plaque rayonne de la chaleur. Toi, tu ressens ça sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Donc ça se passe à la surface du volume de contrôle. Et puis, à l'intérieur du volume de contrôle lui-même, il y a des charges qui sont mises en mouvement. Et elles sont mises en mouvement parce qu'il existe, sous l'action évidemment de la force de Lorentz, donc c'est parce qu'il existe à l'intérieur un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, donc il échange de l'énergie avec la matière et il perd cette énergie qu'il communique aux charges pour qu'elles puissent avancer. Donc c'est un petit peu la convention du portefeuille, c'est la convention du premier principe. On va compter ces 2 puissances positivement, mais on va mettre des moins, parce que ces 2 puissances qui sont cédées, l'une qui est rayonnée vers l'extérieur, l'autre qui est cédée à la matière, eh bien ça contribue à une diminution de l'énergie électromagnétique contenue dans le volume de contrôle. Donc, c'est ce qui va nous permettre de définir un vecteur π, qu'on appelle aussi le vecteur de Poynting. Et ce vecteur π donc, va caractériser par unité de surface. Alors, on va faire comme si on ne connaissait pas encore son expression. On va la démontrer au travers du bilan, c'est le but. Mais on définit ce vecteur π comme étant en watts par mètre carré. Donc, la puissance rayonnée par unité de surface. Donc, la puissance rayonnée, c'est le flux de ce vecteur. Mais tu sais qu'il y a une convention obligatoire, c'est que comme la surface est fermée, ds est orienté vers l'extérieur. Donc en fait, sans le moins, ici, on a un flux sortant, un flux algébriquement sortant. Et comme on veut compter positivement ce qui est reçu par le système, donc on est obligé de mettre un moins, donc pour compter positivement ce qui rentre et négativement ce qui sort. Et puis, la puissance cédée au porteur de charge,
Alors elle, c'est ce qui se passe donc en volume. Donc là, cette fois-ci, il ne faut pas découper ça en surface, mais il faut découper ça en volume d'étau. Donc ce gros volume V, on le découpe en volume mésoscopique, donc une échelle intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique, à peu près 1 micromètre au cube. Et donc, alors, tu as dû voir dans ton cours la puissance volumique cédée au porteur de charge. Donc ça, ce n'est pas un truc que je vais redémontrer ici. Il faut travailler sur la force de Lorentz sur une charge, compter le nombre de porteurs par unité de volume. Donc dP sur dτ, l'énergie cédée par unité de volume à des porteurs de charge, c'est J scalaire E. Et donc, dans tout le volume, en fait, dans ce bilan, c'est pour l'instant le seul truc qu'on connaît vraiment, qu'on sait vraiment évaluer, c'est J scalaire E dτ, l'intégrale en volume de J scalaire E dτ. Et puis, on pourrait aussi définir une densité volumique d'énergie électromagnétique, on va noter en minuscule, qui serait donc l'énergie électromagnétique par unité de volume. Donc l'énergie électromagnétique, on la note avec une majuscule, mais par unité de volume, donc en joules par mètre cube. Donc ça, c'est aussi, on ne connaît pas son expression, on voudrait la démontrer. À chaque fois qu'il y a un champ électromagnétique, une onde électromagnétique dans l'espace, eh bien, associé à cette onde, il y a une certaine énergie entre les armatures d'un condensateur. Il y a une certaine énergie associée à la présence du champ électrique, c'est d'ailleurs l'énergie du condensateur. Dans un solénoïde, il y a une énergie magnétique associée à la présence du champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Et c'est aussi 1/2 de Li carré, l'énergie de la bobine. Et de manière générale, quand il y a à la fois un champ E et un champ B, il y a une énergie associée à la présence de ce champ. Ce champ, il est susceptible de mettre en mouvement des charges, donc on voit bien qu'il transporte avec lui une certaine énergie. Et cette énergie, donc par unité de volume, on la note petit u électromagnétique, petit u EM. Et donc, on peut dire que l'énergie électromagnétique totale à la date t dans le volume de contrôle, même si on ne connaît pas l'expression de cette densité volumique d'énergie électromagnétique, c'est l'intégrale en tout point P du volume de cette densité volumique d'énergie électromagnétique. Donc on intègre formellement cette densité d'énergie. Et si on dérive ça par rapport au temps, on va pouvoir faire rentrer la dérivation sous le signe intégral, parce que la seule chose qui dépend du temps, c'est cette densité volumique. Donc on va dire que ça fait l'intégrale en volume de la dérivée partielle de la densité volumique d'énergie en tout point P du volume dτ en P. On va utiliser la formule de Green-Ostrogradsky pour mettre sur le même plan cette énergie rayonnée que les autres, donc une intégrale en volume. C'est ce que permet de faire le théorème de Green-Ostrogradsky qui nous dit que le flux sur la surface fermée, c'est l'intégrale en volume de la divergence de pi. Et en ayant fait ça, eh bien, on a mis toutes les trois intégrales sur le même plan, c'est un peu le but. Ce sont des intégrales volumiques et on peut tout maintenant regrouper sous une seule intégrale. Et alors l'intérêt de faire ça, on va le voir, c'est que de façon générale, ce n'est pas parce que l'intégrale d'une certaine fonction est nulle que la fonction est nulle, mais si cela est vrai, quel que soit le volume, alors effectivement, ce qui est sous le signe intégral est nul. Et ça, c'est le bilan local d'énergie électromagnétique. Donc le bilan global, c'est celui-là. Donc c'est la signification physique profonde sur laquelle j'aimerais insister avant de démontrer l'expression de pi et de la densité volumique d'énergie électromagnétique. Donc la variation au cours du temps de l'énergie électromagnétique contenue dans ce volume, c'est la puissance rayonnée comptée négativement, c'est une perte, et la puissance cédée aux charges en mouvement, elle aussi, c'est une perte. Et tout cela se traduit par un bilan local, ce bilan local, donc valable en chaque point. Alors voilà comment on a souvent l'habitude d'ordonner ces différents termes pour que ça ressemble à des bilans que l'on fait dans d'autres domaines de la physique. Donc ce bilan, c'est maintenant un bilan local, c'est la version locale strictement équivalente à la version intégrée. Alors ça ressemble, on a un bilan tout à fait analogue en diffusion de particules.
À la place de la densité volumique d'énergie, on aurait la densité volumique des particules diffusantes. À la place d'avoir le vecteur π, on aurait le vecteur j du courant de particules. Et là, on aurait éventuellement des termes de production ou d'absorption de particules diffusantes. Donc ça ressemble aussi à ça, le bilan local en diffusion de particules. En diffusion thermique, on a exactement la même idée en appliquant le premier principe. En mécanique des fluides, ici on aurait le vecteur J massique ρV, ici on aurait la masse volumique ρ, et voilà, sans disparition ni perte de masse, ici on aurait 0. L'équation de conservation de la charge s'écrit aussi dρ sur dt plus div de J, mais le J de l'électromagnétisme égale 0. Bref, dans plusieurs domaines de la physique, on rencontre une équation de conservation d'une certaine manière de l'énergie ou de la masse ou du nombre de particules ou de la charge qui a exactement un peu la même structure. Dans cette équation, en fait, on ne connaît pas encore l'expression du vecteur π et l'expression de la densité volumique d'énergie électromagnétique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est prenant pour acquis ce bilan local, on va déterminer, grâce aux équations de Maxwell, l'expression de π et l'expression de U, la densité volumique d'énergie. Donc la démarche est la suivante, on part du bilan d'énergie sous forme locale et grâce aux équations de Maxwell, donc on va chercher ce qu'on connaît. En particulier, on va chercher J dans l'équation de Maxwell-Ampère, donc on isole J qui vaut rotationnel de B sur mu0 moins epsilon 0 dE sur dt. On va multiplier scalairement cette équation par E. Alors on peut multiplier à droite ou à gauche, le produit scalaire est commutatif. Voilà. Et alors c'est là qu'on va chercher à identifier ces deux termes. Et pour ça, alors voilà, là c'est une étape pas très naturelle, c'est là qu'il faut se servir de la formule avec la divergence. On voit que E rot de B scalaire E rotationnel de B scalaire E, ça fait B rotationnel de E moins divergence de E vectoriel B, donc le tout sur mu0. Bon, sur le moment, on voit peut-être pas, on n'a pas l'impression forcément qu'on se rapproche de quelque chose de plus simple, mais l'intérêt de cette formule, c'est de faire apparaître une divergence et de faire apparaître la divergence de π. C'est pour ça qu'on fait ça. Et donc ici, tiens, on va tout de suite travailler sur ce terme également. On reconnaît dans la dérivée des fonctions composées la dérivée par rapport au temps de epsilon 0 e carré sur 2. Alors on peut dire que c'est un carré scalaire ou la norme au carré. On peut mettre la flèche ou ne pas la mettre sur le champ électrostatique. Donc là, on voit déjà qu'on va peut-être reconstituer un morceau aussi de ce terme-là. B scalaire rotationnel de E, on va aller chercher maintenant avec Maxwell Faraday, l'équation de Maxwell Faraday rotationnel de E. Et on va avoir une démarche qui ressemble. Donc 1 sur mu0 B dB sur dt. Allez, je vais tout de suite mettre ce terme-là à côté. Epsilon 0 E carré sur 2 moins divergence de E vectoriel B sur mu0. Et voilà, on est pratiquement au bout de nos peines. On va maintenant tout multiplier par moins 1 pour essayer de mettre ça sous cette forme-là. Donc là, on reconnaît aussi dérivée des fonctions composées. Donc on aura d sur dt de b carré sur 2 mu0 plus epsilon 0 e carré sur 2 plus divergence de E vectoriel B sur mu0 est égal à moins J scalaire E. Et on n'a plus qu'à identifier avec l'équation locale. Alors, ça n'est pas le seul choix possible, mais le choix le plus simple. Pi, le vecteur de Poynting, égale à E vectoriel B sur mu0. Donc surtout, on ne perd pas de vue la signification physique de pi que l'on voit mieux dans un bilan global que dans un bilan intégral. La puissance rayonnée à travers une surface qui peut être fermée ou pas. Donc c'est le flux du vecteur de Poynting, c'est le flux de ce vecteur E vectoriel B sur mu0. Et puis, donc la densité volumique d'énergie électromagnétique, on a maintenant son expression en joules par mètre cube. S'il y a un champ électrique dans l'espace, on lui associe une énergie volumique epsilon 0 e carré sur 2. S'il y a un champ magnétique dans l'espace, on lui associe une densité volumique d'énergie
B carré sur 2 mu0. Et voilà, après, on peut appliquer toutes ces formules-là dans plein de situations différentes pour des conducteurs, pour ce qui se passe entre les armatures d'un condensateur, pour ce qui se passe à l'intérieur d'un solénoïde et pour ce qui se passe dans tout un tas de milieux qui sont régis par d'autres lois que les milieux que je viens de citer. Voilà, donc un bilan d'énergie très général qui aura beaucoup d'applications en électromagnétisme. Donc j'espère que tu ne vas pas te laisser noyer par le formalisme et peut-être la complexité d'utiliser déjà les opérateurs différentiels. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les opérateurs différentiels pour t'aider à être à l'aise avec ces opérateurs-là en essayant de dégager leur signification physique. Et on se retrouve donc pour d'autres vidéos sur e-learning physique. À bientôt.